Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Angers Télé pour ce nouveau rendez-vous que nous vous proposons avec votre magazine économique. Cette semaine, coup de projecteur sur le numérique et plus précisément sur ces millions et milliards de données, la fameuse data que certains n'hésitent pas à présenter comme le pétrole du 21e siècle. Si nous vous parlons de ce sujet aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'une délégation angevine du MEDEF s'est rendue voici quelques jours à Paris pour participer à l'Université du numérique qui était justement consacrée à ce sujet. Deux invités vont participer à cette émission. Tout d'abord Bertrand Chaupe. Bonjour Bertrand. Bonsoir. Vous êtes président du MEDEF Anjou. Puis j'ai également le plaisir d'accueillir Yvain Bignonnet. Bonjour à vous également. Bonjour. Vous êtes président et directeur de recherche de Cara Technologies SS, qui est une jeune entreprise dont on va reparler dans quelques instants. D'abord Bertrand, un mot sur le numérique. C'est devenu véritablement un élément incontournable de notre vie économique et on n'en a pas toujours bien conscience, mais il y a de formidables perspectives qui s'ouvrent au monde économique, mais il y a aussi quelques craintes. Il y a des craintes, certes, mais il faut effectivement les aborder d'une façon positive. Vous avez, c'est un champ d'investigation formidable pour les entreprises. En plus, sur notre territoire, nous avons un certain nombre d'entreprises de la nouvelle économie, comme on dit, et qui sont tout à fait actives sur ce terrain-là. Donc, il y a un champ d'investigation terrible, formidable. Il y a une capacité aussi pour les entreprises à appréhender de nouvelles relations au sein de l'entreprise, de nouvelles relations entre les entreprises. Et c'est ce que nous avons voulu faire, c'est-à-dire sensibiliser les entreprises du territoire à ces enjeux-là, et aussi prendre des entreprises qui sont dans la nouvelle économie et les faire connaître à Paris. Voilà, c'était le but de notre démarche. Alors, nous avons sur notre plateau l'un des représentants de cette nouvelle économie. On va présenter tout simplement votre entreprise, Yvain. Oui, donc Cara Technologies. Donc c'est une société qui conçoit, fabrique et développe des tables tactiles, notamment pour les bateaux, mais on a ouvert d'autres secteurs grâce au territoire angevin aujourd'hui avec les notaires et le médical. Les notaires et le médical. On fait un peu de pédagogie avec vous, puisque vous êtes le spécialiste. La data, qu'est-ce que c'est précisément? Alors, je parlais de millions et de milliards de données qui transitent par nos téléphones portables, par nos ordinateurs. Oui, ce sont toutes les données, toutes les informations que vous allez générer avec votre usage, les outils que vous avez sur vous, les outils que vous utilisez au quotidien, la carte bleue avec laquelle vous payez en permanence. Voilà, c'est toutes ces informations qui sont centralisées, traitées pour en sortir de nouvelles informations sur votre mode de consommation, votre mode d'usage, votre mode de relation avec la société. Bon, je le disais en démarrant cette émission, Bertrand, il y a une délégation angevine qui s'est rendue à Paris voici quelques jours. Il y a une vraie soif de connaissances, d'informations de la part des responsables d'entreprise sur ces technologies. Il y a une soif, il y a un véritable engouement, parce que il faut bien comprendre une chose, ça fait partie, le numérique fait partie des défis de l'entreprise aujourd'hui. Il y a le développement durable, on en parle souvent, mais le numérique, c'est un véritable enjeu. Aujourd'hui, il faut que toutes les entreprises sont impactées par le numérique. Il faut qu'elles s'approprient cette problématique pour avancer sur le sujet. Dans son édito présentant cette manifestation, Pierre Gattaz explique que pour lui, ces données, justement, c'est l'or noir du 21e siècle, le pétrole du 21e siècle, la richesse du 21e siècle. C'est une analyse que vous partagez? C'est possible, c'est possible. Est-ce que c'est aussi nocif ou pas que le pétrole? Je ne sais pas. Mais effectivement, c'est une richesse qu'il faut travailler et qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Parce que quand on regarde l'histoire économique, il y a avant et après le pétrole. Ça, c'est une évidence. Il y aura avant et après le numérique. Oui, sauf que le numérique risque de durer un petit peu plus longtemps que le pétrole. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Alors, ces fameuses données, il y a beaucoup de questions, mais on va en reparler avec nos invités. Il faut notamment les protéger ou ne pas les protéger. C'est un vrai débat qu'il y a en ce moment. C'est notamment quelque chose qu'évoquait l'un des participants à cette rencontre, et pas n'importe quel participant, puisqu'il s'agit de Maurice Lévy, qui est le président du directoire du groupe Publicis. Il est interrogé, vous allez l'écouter, par Fanny Bourdillon. Alors il y a énormément de solutions pour protéger les données. La première, bien sûr, c'est le cryptage. Il y a des solutions de cryptage qui sont encore plus importantes. Et puis il y a une autre façon de les protéger, c'est de ne pas les protéger du tout. C'est de les partager et de faire en sorte que plus on les partage, plus on obtient de revenus
Et plus on les partage, plus on obtient d'autres données qui nous permettent justement de bien exploiter les choses. Il n'y a jamais assez de règles dans ce domaine et il y en a toujours trop. Donc ce qu'il faut, ce n'est pas qu'il y en ait assez, c'est qu'il y ait les bonnes règles. Et pour moi, la bonne règle en ce qui concerne la donnée individuelle, c'est de partager le revenu que l'on tire de ces données. Il me paraît très important que si je connais votre profil, si je connais votre comportement, si à partir de là je peux vous envoyer un message publicitaire, que vous puissiez bénéficier du retour de ce message publicitaire. Bon, Maurice Lévy qui nous apporte, Yvain, un certain nombre de pistes de réflexion. Est-ce qu'il faut protéger ces données, ou au contraire protéger et les garder pour soi, au contraire les partager? Malheureusement, il n'y a pas de réponse juste. Les deux sont des bonnes réponses. Je dirais que effectivement, il y a des données qui sont trop sensibles pour être partagées. Tout à l'heure. On parlait de moyens de paiement. On peut évoquer les données extrêmement personnelles, la vie personnelle. Mais effectivement, l'un des moyens, c'est également de partager. On voit bien que des gens qui ont subi des usurpations d'identité, vous avez quelqu'un qui va créer un compte Facebook à votre nom, compte Twitter, etc. L'idée, au lieu d'essayer de lutter pour faire supprimer ces comptes, et vous avez l'historique, le fameux historique qui reste sur les réseaux, eh bien, c'est de le noyer. Donc, on va diffuser encore plus d'informations vous concernant et vous allez noyer finalement l'information nocive. Donc, en fait, je dirais que les deux sont bons. Pour nous, dans le bateau, on a analysé ce problème depuis le début. Et c'est vrai qu'il y a des données, par exemple, on ne peut pas partager la position d'un bateau liée avec les identités des personnes à bord. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Par contre, il y a des données qu'on peut effectivement, au contraire, bien diffuser pour créer des nouveaux usages et générer ce qui a été dit précédemment au niveau des marchés et des revenus. Bertrand, on a là, alors, avec une très bonne illustration avec Yvain, c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse toute faite à cette question-là. J'allais dire qu'il faut s'adapter au cas par cas. L'exemple de ce navigateur-là, qui bien évidemment, pour des raisons évidentes, quand il navigue dans certaines zones un peu compliquées, ne va pas divulguer l'identité des personnes qui sont avec lui, mais qui peut donner un certain nombre d'informations sur la position de son bateau, par exemple. Alors en fait, on est sur un territoire nouveau, le numérique. Donc les frontières, elles ne sont pas encore faites, il faut les constituer. Je trouve très intéressante la réponse de Lévy. Effectivement, partager, c'est un bon moyen de protéger. Il n'en reste pas moins que la protection des données personnelles, il y a une vraie réflexion. Et où sont les frontières aujourd'hui? Pour l'instant, on est en train de les chercher. Je pense que c'est ce que Yvain essaye de dire. Et il le dit très bien, d'ailleurs. Il le dit très bien, je suis tout à fait de ton avis. Et donc, on est en train de chercher quelles sont les protections des données personnelles et intimes des gens, quoi. On n'a pas encore trouvé tout à fait la bonne méthode. Mais je ne suis pas pessimiste sur le sujet. On n'en doute pas un seul instant. Alors, il y a des spécialistes du droit qui réfléchissent bien évidemment à ces questions-là, parce que en parallèle au développement de ces technologies, il y a aussi le développement de la cybercriminalité. On l'a vu notamment, on en a beaucoup parlé lors des élections américaines. Il y avait notamment un avocat auprès de la Cour d'appel de Paris qui intervenait sur ce qu'on appelle la cybersécurité. Je vous propose d'écouter son interview parce qu'elle est intéressante à plus d'un titre. Vous allez le voir. J'interviens à l'Université numérique sur une heure de pédagogie au titre de la cybersécurité. Pourquoi? Parce que la cybersécurité, si le terme a évolué de cybercriminalité à cybersécurité, c'est parce que ça n'est plus seulement la réponse pénale. C'est aussi une réponse organisationnelle et même d'un point de vue juridique. Je veux dire par là qu'on peut être aujourd'hui victime de cybersécurité, et il y a beaucoup d'actes dont on n'a pas connaissance car les entreprises les gardent pour elles, et on peut être responsable, victime et responsable. Donc il faut anticiper les actes de cybersécurité, parce que s'il y a des données personnelles qui sont celles de vos clients ou de vos salariés et qui sont volées, c'est votre responsabilité, vous êtes victime et responsable. Donc tout ça, ça doit s'organiser préventivement, et le juriste intervient également à titre préventif. Yvain, quand une entreprise vous démarche, ou une collectivité également, est-ce que rapidement dans la conversation, j'allais dire dans le cahier des charges, il y a cet aspect lié à la cybersécurité? Si jamais le sujet n'est pas abordé par la collectivité, vous l'abordez. C'est moi qui vais l'aborder, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque c'est un pilier. En fait, c'est comme, vous ne posez pas la question quand vous téléchargez une application, quand vous installez un logiciel, quand vous achetez un matériel, vous ne vous posez plus cette question-là, parce que pour vous, c'est évident. Donc à partir du moment où c'est évident pour le consommateur, tous les fabricants, les concepteurs de produits doivent l'intégrer de base dans leurs produits.
Oui. Est-ce que, Bertrand, les entreprises sont bien armées ou bien informées pour comprendre tous les enjeux autour de, alors, cybercriminalité, cybersécurité, on l'appelle comme on veut, tout ce qui est lié à, j'allais dire, à des malversations qui peuvent venir de ces outils-là? Je dirais que les entreprises commencent à prendre conscience de ce risque-là. On n'est pas encore à un bon niveau de conscience. Ce qu'il faut constater, l'année dernière, on a eu, je crois, un doublement ou un triplement des attaques cyber. Et avec ce que les gens ne savent pas dans le monde de l'entreprise, des demandes de rançon. C'est-à-dire que vous avez des sociétés spécialisées. C'est ce qui est dit dans l'interview. Il y a voilà. les sujets dont on parle et puis il y a ce qui se passe de façon un peu souterraine et qui est bien caché. Hein. Voilà, alors sans dévoiler de nom d'entreprise, mais comment se passent les attaques d'entreprise? On étudie le mode de fonctionnement, le mode informatique, et on commence à rentrer dedans, et à un moment donné, on pollue tout. Et pour remettre, je dirais, le niveau zéro, eh bien, il y a une demande de rançon qui est présentée à l'entreprise. Donc voilà, ça c'est le type d'attaque cyber que les entreprises connaissent maintenant depuis quelques temps. Et auquel elles sont confrontées. Voilà. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a une prise de conscience parce que effectivement, d'un seul coup, cette criminalité est apparue. Aujourd'hui, les réponses, c'est d'abord de la prévention, après de pouvoir trouver toutes les solutions et tous les aménagements qui font que votre système soit étanche, mais il ne l'est pas au final. Il ne l'est pas. Et donc aujourd'hui, il faut trouver d'autres moyens pour préserver l'entreprise. C'est un véritable enjeu de sécurité pour les entreprises aujourd'hui. Oui. On se doute bien, Yvain, que la technologie va continuer à progresser et que donc, j'allais dire, la cybercriminalité ou la cyberdélinquance, elle va aussi, elle, utiliser des outils de plus en plus performants. Oui, bien sûr, mais c'était très intéressant ce qui a été dit, mais j'aimerais préciser une chose, c'est qu'il est très important d'avoir bien conscience que la cybercriminalité commence par les usages du quotidien. C'est-à-dire, il y a des choses de bon sens. C'est-à-dire, vous recevez une clé USB par la poste comme un cadeau, ne jamais la brancher. Ça paraît évident, mais vous savez un virus, exactement, vous ne savez pas ce qu'il y a dessus. Laisser un poste, le fameux poste de l'assistante d'accueil, de l'assistant de l'accueil, qui est libre pendant quelques minutes, mais ça suffit pour brancher justement une clé et pouvoir hacker tout le système de l'entreprise. Donc on se rend bien compte, souvent, dans les analyses de sécurité, bon, je ne sais pas si on peut citer certaines sociétés angevines, mais les premiers constats qui sont faits, c'est que l'usage, l'accès dans l'entreprise est trop simple. On ne parle même pas de cybersécurité. Ça, c'est de sécurité tout court. Exactement. Oui. Alors, il y a les entreprises et puis il y a ceux qui sont parfois au bout de la chaîne. On a parlé des fameuses cartes de crédit qu'on utilise tous depuis de nombreuses années. Il y a de plus en plus d'outils. Hein. On est dans la cité de l'objet connecté ici à Angers qui transmettent des données. Et il y a parfois un décalage entre l'usage du grand public et les performances de ces outils et ce que veulent en faire les entreprises. On va écouter quelqu'un qui est confronté directement à ces interrogations. Il s'agit du directeur des paiements de la Banque Postale. Je vous propose d'écouter son témoignage. L'innovation avance beaucoup plus vite que le changement des usages. Donc on a encore certains de nos concitoyens qui découvrent le paiement par carte sans contact, qui adorent encore le chèque. Donc on doit prendre nos clients, les clients des banques, nos concitoyens, et puis leur faire adopter le paiement mobile sans contact, l'authentification par biométrie digitale ou vocale. Demain, quand ça arrivera, les paiements instantanés. Et voilà, d'autres modes qui vont faire en sorte que par rapport à l'habitude qu'on avait historique de faire ou des achats dans des commerces, dans les points de vente physiques ou en ou m-commerce, on va avoir sans doute des parcours clients qui seront un peu mélangés. Donc l'exemple qu'on a, c'est que vous prenez un taxi ou une voiture Uber, vous êtes physiquement dans le lieu de consommation du service, mais c'est une opération plutôt de m-commerce, d'ailleurs quasiment invisible, qui déboucle le paiement. Il y a un certain nombre de cas d'usage où vous pouvez être dans un lieu de consommation physique et où en fin de compte vous avez une transaction de paiement qui n'est pas physique mais qui est dématérialisée. Alors si on ramène ça au monde des entreprises, Bertrand, il y a aussi, c'est le cas dans le grand public, un risque de fracture numérique entre des gens qui auront pris le train en marche, qui utilisent, comme le fait très bien Yvain, tous ces outils au quotidien, et d'autres qui ont un peu plus de difficultés. Il y a un véritable enjeu, notamment par exemple pour les artisans.
Il y a effectivement un risque de fracture numérique, c'est-à-dire qu'effectivement, comme il a été dit très justement, les technologies avancent à toute vitesse et l'usage, la consommation court après au final. Maintenant, effectivement, je ne suis pas très inquiet parce qu'on s'aperçoit que certaines bonnes les innovations sont adoptées à toute vitesse par le grand public. Hein, je prends par exemple le paiement par carte sans avoir à introduire la carte dans le terminal de paiement. Bon, ben, vous voyez, ça contact, rentre tout simplement. par simple contact. Voilà, ça rentre dans les mœurs à toute vitesse. Donc, je ne suis pas très inquiet. C'est vrai que de toute façon, les avancées technologiques courent devant nous. Mais bon, il faut s'y habituer. Non, Yvain, est-ce qu'on va toujours courir après les avancées technologiques ou est-ce qu'on va courir à côté ? Non, on va toujours continuer dans le développement et j'encourage d'ailleurs les entreprises à continuer sur cette voie. Vous savez, il y a cette citation de Jules Claretie qui disait « Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui veulent faire la même chose, ceux qui veulent faire le contraire et l'armée des gens d'autant plus sévère qu'ils ne font rien du tout ». Elle résume très bien la situation d'un entrepreneur au quotidien et je pense que le numérique dans cette voie doit continuer, que vous soyez artisan, vous soyez commerçant, vous soyez chef d'entreprise de TPE, PME, vous devez continuer, vous devez aller de l'avant, que ce soit dans le numérique ou dans les autres secteurs. Vous aurez fatalement des gens qui vont critiquer, qui vont vouloir se dire que c'était mieux avant. Mais moi je vois... Sauf qu'on ne peut plus faire comme avant. On ne peut plus faire... C'est difficile. C'est pas vrai, regardez, ils ont parlé du chéquier. Il y a encore plein de gens qui payent en chèque aujourd'hui. Donc, non, je pense que le choix, en fait, la diminution du choix s'efface quand les gens qui continuent à utiliser ces outils sont devenus tellement peu nombreux que ça n'a plus d'intérêt, si vous voulez. À ce moment-là, c'est les établissements bancaires qui disent on n'utilise plus les chèques, par exemple. Oui, dans le cas des chèques, mais il y a plein qui aujourd'hui voudrait ressortir un bebop, pardon pour ceux qui sont trop jeunes pour avoir connu ça. C'est l'ancêtre de votre téléphone portable. Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, ou un Minitel, comme le dit Bertrand. Ou le Minitel, enfin voilà, au bout d'un moment, les technologies s'effacent parce qu'il n'y a plus d'utilisateurs, c'est tout. Oui. Bon. Alors, ce qu'il faut dire aussi, et on va le voir avec Geoffroy Roux de Bézieux, que vous connaissez bien, puisqu'il est vice-président du MEDEF, c'est que tous les secteurs économiques sont impactés. Il y a beaucoup de questions en disant, bah oui, mais moi, je suis dans tel secteur, ça ne me concerne pas trop. Eh bien si, on a pris un exemple volontairement très concret, celui du monde agricole, qui lui aussi utilise de plus en plus ces technologies. C'est plus qu'une évolution, c'est effectivement une révolution. Ça transforme beaucoup toutes les manières de travailler, et ce, à peu près dans toutes les industries. L'agroalimentaire, on en a parlé, mais bien d'autres aussi. C'est un monde qui peut paraître de l'ancienne économie, mais en réalité où les choses vont très très vite, et notamment autour de la donnée. Il y a une forte exigence des consommateurs de traçabilité, de savoir d'où viennent les produits, qu'est-ce qu'ils contiennent. Et évidemment, l'échange de données est un élément indispensable de toute cette transformation. Oui, c'est effectivement important de le rappeler, Bertrand. La remarque vaut également pour Yvain. Il n'y a pas de secteur qui peut passer à côté de cette évolution, ou de cette révolution-là d'ailleurs. Alors, ça fait partie des défis de l'entreprise d'aujourd'hui, au même titre que le durable, comme je le disais tout à l'heure. Effectivement, toutes les entreprises doivent le prendre en compte. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on met en place au MEDEF une plateforme d'analyse du besoin numérique en entreprise pour permettre aux chefs d'entreprise qui se considèrent comme un peu à l'écart de cette évolution ou de cette révolution, de prendre conscience des problématiques qui se posent dans l'entreprise, des pistes de solutions. Et quand j'entends Geoffroy Roux de Bézieux parler, par exemple, de l'agriculture, l'agriculture... On a pris volontairement cet exemple-là. Oui, mais je trouve que c'est un très bon exemple. C'est un secteur économique très fort dans notre département. C'est un très bon exemple. Parce que eux, ils font appel à des drones reliés aux tracteurs. Et vous savez quand vous intervenez, vous savez si la pluie va arriver, etc. Enfin, c'est fantastique. Il y a un champ formidable d'investigation et un champ formidable d'évolution de l'entreprise. Le numérique, c'est vraiment quelque chose qui impacte toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. Et tous les chefs d'entreprise doivent s'interroger sur la façon d'exploiter le numérique. La relation cliente est modifiée par le numérique. La façon de fabriquer. Les relations entre les entreprises sont modifiées par le numérique. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte, analyser et voir comment on peut le restituer entreprise par entreprise. Alors, il y avait aussi d'autres intervenants autour de l'ubérisation, la fameuse ubérisation dont on parle beaucoup en ce moment, avec Denis Jacquet, qui est président, justement, ça tombe bien, de l'Observatoire de l'ubérisation. On lui a demandé, pardonnez-moi, de nous dire quelques mots, justement, sur cette fameuse ubérisation qui attire certains et qui fait peur à d'autres. Oui,
il y a des changements, comme on disait tout à l'heure, ils ne sont pas toujours agréables, mais ils sont nécessaires. Donc pour tous les gens qui sont un peu endormis, sur des rentes, sur des choses trop protégées, qui n'innovent plus, qui ne se remettent plus en question, c'est pas drôle pour eux, mais c'est une occasion pour eux justement de retrouver la plus-value de leur profession, de se réinventer un peu et de se battre pour demain rester là et toujours être là et croître à nouveau. Donc c'est une très bonne chose pour eux. Et puis entre les deux, il y a vous, il y a moi, il y a tous ceux dont on dit qu'ils vont perdre leur job par l'automatisation et la robotisation. Eux aussi, ça les inquiète beaucoup et malheureusement, on ne peut pas leur dire n'aie pas peur, mais il faut qu'on les accompagne pour dire mais quel job pour demain ? À quelle vitesse on les change, comment on forme et on prépare les gens. C'est ça les enjeux. En fait, tout est dans l'anticipation et l'accompagnement. Alors que pour l'instant, on est dans ou le déni ou la peur totalement inutile. Donc, il va falloir sortir de cet état de transe ou de coma, plutôt de coma total pour rentrer dans la vraie vie et essayer de voir comment on avance. Bon. Yvan, vous comprenez bien qu'il puisse y avoir des craintes autour de cette fameuse révolution ou évolution, je ne sais pas comment on l'appelle, mais de ce bouleversement total de nos habitudes? Oui, comme toute révolution, comme toute évolution, ça peut faire peur. J'ai assisté au sein d'une école d'ingénieurs, le groupe ESEP, je pense que je peux le dire, à une conférence sur la RSE. Et je trouvais le parallèle intéressant parce qu'il y avait un directeur d'une entreprise de restauration collective qui a dit la prise en compte de la RSE, c'est juste une question de responsabilité sociale des entreprises. C'est une question de survie pour mon entreprise. Et je pense que le numérique, c'est exactement la même chose. Ceux qui ne voudront pas y passer, ça finira par pénaliser leur business, même si aujourd'hui, cela n'est pas le cœur de leur activité. Ouais. Je le disais, tous les secteurs sont impactés et il y a un train à prendre en marche pour ceux qui ne sont pas encore montés dedans. Vous, les organisations patronales et autres, vous avez un vrai rôle de pédagogie et d'accompagnement sur ces questions-là. On essaye d'accompagner les entreprises sur ce terrain-là, comme sur d'autres évidemment. C'est un sujet important, comme vous l'avez défini ce soir. Ce qui se passe au niveau du numérique, c'est que, encore une fois, c'est un défi pour l'entreprise. Il n'y a pas de chemin tout tracé. C'est-à-dire qu'il faut effectivement trouver sa voie entre l'expérience qu'ont des entreprises analogues à la vôtre, la façon dont le process s'effectue au sein de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de voie toute tracée, de chemin tout fait qui fait que, voilà, l'ubérisation ou le numérique, c'est par là que ça doit passer. Donc, il y a un vrai travail d'analyse au départ du mode de fonctionnement, une remise en cause. Des besoins. Et c'est ça qui fait peur, à mon avis. Hein, c'est la remise en cause du mode de fonctionnement de l'entreprise. Bon, on va conclure cette émission avec ça, et avec vous, Yvan. Il y a un grand rendez-vous qui se profile à l'horizon. Je l'ai dit dans cette émission, on est ici à Angers, dans la ville de la Cité de l'Objet Connecté. Il y a un forum mondial qui va se tenir fin octobre à Angers. C'est un vrai rendez-vous pour l'économie angevine, mais c'est aussi un vrai rendez-vous pour l'économie mondiale. Absolument, et c'est un rendez-vous et en même temps c'est quelque chose. Alors, on précise d'extraordinaire. Oui, donc c'est le WEF, le World Electronic Forum, qui sera organisé à Angers. Et ce qui est absolument incroyable sur cet événement, c'est que il se déroule à Angers, mais il se déroule en Europe pour la première fois. Il s'est déroulé à Singapour, à Washington, que dans des grandes capitales, sur tous les autres continents, jamais en Europe. Et la première fois en Europe, ce sera à Angers, en France. Donc cet événement est absolument formidable. C'est une chance énorme pour le territoire. Bravo à Angers French Tech, encore une fois. Christophe Béchu, le maire d'Angers, l'a déjà suffisamment noté, mais bravo à Angers French Tech pour avoir remporté ce challenge. Maintenant, il va falloir l'assumer avec les moyens nécessaires, et je pense que Angers a pris toute la dimension de ce qu'il fallait pour d'être à la mesure de cet événement. Voilà. Merci messieurs pour tous ces éléments d'analyse et de réflexion pour les chefs d'entreprise et pour le grand public. Cette émission est maintenant terminée. On se retrouve, si vous le voulez bien, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Écho de l'Anjou qui sera consacré au projet de seconde ligne de tramway à Angers. Merci de votre fidélité à notre chaîne.